Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre en direct sur la page de Reconstruire. J'espère déjà que vous allez tous et toutes bien, que votre déconfinement s'est bien passé et que vous êtes plus que jamais motivés à construire ensemble les mondes meilleurs. Alors je suis aujourd'hui en charmante compagnie puisque je suis avec Manon Milsan qui va co-animer cette petite émission avec moi et je suis avec Madame Caroline Mécary, Maître Caroline Mécary. Tu es avocate au barreau de Paris, tu es conseillère de Paris d'ailleurs encore jusqu'au 28 juin au moins. Et donc voilà, tu es une avocate très engagée, tu as été coprésidente de la Fondation Copernic, plutôt connue pour tes positions de gauche, et tu candidates, je crois, enfin tu as déposé ta candidature au poste de défenseur des droits pour succéder à Jacques Toubon qui nous quitte d'ici quelques semaines. C'est ça? Oui, si on veut, c'est un peu une boutade. Effectivement, Jacques Toubon ayant dit qu'il verrait bien une femme à la tête de cette institution, je suis tout à fait candidate. Je pense que je ne suis pas la seule. Simplement, ça ne dépend évidemment pas de moi, puisqu'en réalité, on ne dépose pas de candidature. C'est le président de la République qui nomme le défenseur des droits et le plus souvent, il choisit quelqu'un, on va dire, dans sa cour ou en tout cas dans l'environnement qui lui convient. Donc, je crois que vraiment, sincèrement, pour avoir été la coprésidente de la Fondation Copernic, c'est-à-dire en fait un cercle de réflexion vraiment de gauche qui cherche à remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait fonctionner à l'envers, je pense que je n'ai aucune chance, mais ce n'est pas grave. Dommage, je pensais qu'Emmanuel Macron reconnaîtrait tes qualités. Donc on va... L'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Moi j'avais une question, donc la période de la crise du coronavirus dont nous sortons, enfin dont certains pensent que l'on sort et d'autres pensent que l'on rentre vers une deuxième vague, a été assez laborieuse pour les droits civiques, individuels, collectifs. Ça a été une période où on a vu par exemple avec la loi Avia qui réprime les propos en ligne, on a vu beaucoup de débats à l'Assemblée nationale et dans le peuple sur l'application Stop Covid, qui est une application qui contrôle nos données pour permettre de lutter contre le coronavirus. Est-ce que tu crois qu'on doit s'attendre à ce que le gouvernement profite finalement de cette crise pour renforcer sa doxa autoritaire, pour renforcer sa volonté de borner en fait les libertés individuelles et collectives? D'abord, ce qu'il faut rappeler, Sacha, c'est que l'état d'urgence sanitaire, il a commencé de telle catégorie de citoyens ou de telle autre catégorie de citoyens, eh bien même si la raison pour laquelle on a pris ce texte restrictif des libertés a disparu, il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme en ce moment, la liberté de manifester, elle est quasiment impossible, puisqu'on n'a pas le droit de se réunir à plus de 10 personnes. Donc, il y a une possibilité de contrôler les mouvements des citoyens. Eh bien, cette possibilité de contrôler les mouvements des citoyens, de les surveiller, elle demeure présente. Et je pense que nous avons affaire à un gouvernement qui n'a pas envie de lâcher du lest là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il souhaite maintenir, puisqu'on parle d'une prolongation de l'état d'urgence pour une durée supplémentaire de 2 mois. Or, on va être clair, qu'est-ce qui a justifié l'état d'urgence sanitaire? Ça a été le fait qu'il y ait une épidémie d'une gravité telle qui portait atteinte à la santé de tous les citoyens. C'est ça qui a justifié la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. Sauf que cette épidémie, aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'elle est sous contrôle. Donc elle est sous contrôle. Donc si cette épidémie est sous contrôle, ce qui justifiait
l'état d'urgence sanitaire n'existe plus. Il n'y a pas donc de raison de le prolonger. Si on le prolonge, ce n'est pas pour l'épidémie, c'est pour d'autres raisons. Et parmi ces autres raisons, je pense qu'il y a la volonté du gouvernement actuel de pouvoir contrôler, surveiller, encadrer toute velléité de contestation et de manifestation des choix qui pourraient être faits par ce gouvernement. Voilà, je pense que c'est ça fondamentalement ce qui est le sous-texte de ce discours qu'on entend sur une éventuelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire 2 mois après le 10 juillet 2020. Du coup, justement, Sacha, il en a un tout petit peu parlé en préambule, mais du coup, on a vu la loi Avia qui a été mise en place et qui a été votée par le gouvernement sur la haine sur Internet, qui a beaucoup défrayé la chronique. Du coup, est-ce que tu penses qu'on doit s'attendre à une société du panoptique, de la surveillance généralisée en cette période d'après-Covid? On est déjà dans cette société en réalité. On y est déjà, on y est rentré petit à petit il y a maintenant plus de 20 ans. C'est-à-dire que technologiquement, les gouvernements successifs ont les moyens de contrôler et surveiller chaque citoyen. Et la difficulté en fait de la loi Avia, qui part certainement d'un bon sentiment en lutter contre la haine qui gangrène Facebook ou Twitter et d'autres réseaux sociaux. Ok, ça part d'une bonne volonté. Le problème de la loi Avia, c'est quoi? C'est pas tant la surveillance que le fait qu'on délègue à des sociétés privées comme Twitter ou Facebook le droit de dire ce que l'on peut dire ou on ne peut pas dire. C'est-à-dire qu'on demande à ces sociétés de supprimer dans un délai extrêmement court des propos qui pourraient être racistes, sexistes, homophobes, des provocations à la haine, anti-juifs, anti-musulmans, etc., etc. Et donc, on leur dit, voilà, vous supprimez. Donc, il va y avoir une suppression sans aucun contrôle d'un juge. C'est ça le changement considérable en réalité. C'est qu'aujourd'hui, la liberté, ce qu'on appelle la liberté d'expression, elle est garantie par une loi qui est la loi de 1881. C'est une vieille loi, mais c'est une loi qui s'applique absolument à tous les médias, que ce soit la presse écrite, la télévision, la radio et les réseaux sociaux. Et quand un citoyen est mécontent d'un discours qui a été tenu sur l'un de ces médias, il a la possibilité, dans l'absolu, en tout cas, il a la possibilité de saisir un juge. Et c'est un juge qui va dire si le propos en question est injurieux, diffamatoire. Donc on a un contrôle, j'allais dire, par l'état de droit qui est considérable. Et bien ce contrôle par l'état de droit disparaît avec la loi Avia. Et ça, c'est une vraie problématique. Vous savez, c'est comme les interdictions de manifester qui au départ ont été mises en place d'un point de vue administratif pour lutter contre les terroristes. Très bien, les terroristes. Quoique, je vous rappelle que les résistants en 1940 étaient appelés par les Allemands terroristes. Hein, on va être très clair. Bon, eh bien, cette restriction à la liberté de manifester, elle a été utilisée contre des militants écologistes, par exemple. Donc, on voit bien que ces dispositions qui sont censées, nous protéger d'un danger qui serait le terrorisme, sont facilement dévoyées. Et le problème de la loi Avia, c'est la même chose. C'est que si Facebook ou Twitter ou LinkedIn a le pouvoir de dire ce propos, tu ne peux pas le dire et je le supprime, eh bien, sans aucun contrôle par un juge, on a un vrai problème démocratique. Et d'ailleurs, on en a eu un exemple. Un certain nombre de comptes de militants LGBT, vous savez, les militants LGBT, on s'appelle entre nous, nous sommes les PD, nous sommes les Gwyn. Donc, effectivement, dans le langage commun, ce sont, entre guillemets, des injures. Enfin, ça a une connotation injurieuse. Eh bien, un certain nombre de comptes de militants LGBT qui revendiquaient la fierté d'être PD ou d'être Gwyn, ont été suspendus uniquement parce qu'ils avaient utilisé ce mot. Et il a fallu la mobilisation des militants pour que Twitter revienne et réinstaure les comptes. Donc on voit bien le danger à partir d'une bonne intention, lutter contre la haine, on porte atteinte en réalité à la liberté d'expression
Aujourd'hui, ça a été contre des comptes de militants LGBT. Demain, qui ce sera? C'est ça le problème, en fait. Demain, qui ce sera? Donc, la société du contrôle, on est de toute façon en plein dedans. Nous avons abdiqué nos libertés au nom d'une sécurité qui, en réalité, est parfaitement illusoire. Merci. Moi, il y a une question que je me pose en tant que absolument novice en justice et absolument pas juriste pour un sou. J'ai vu beaucoup de réactions sur Internet à propos du décret rendu par le Conseil constitutionnel le 28 mai qui donnait une valeur législative aux ordonnances. Je crois que c'était une ordonnance qui traitait d'un sujet quelconque, mais néanmoins qui peut se décliner sur autre chose. D'ailleurs, depuis le début du quinquennat Macron, le gouvernement a une vraie facilité à légiférer par ordonnance, à légiférer. Charlotte Girard nous parlait dans un entretien récent de blitz législative, parce qu'ils essayent de légiférer le plus vite possible. Est-ce que tu crois que de plus en plus on se tourne vers ça, on se tourne vers un exécutif qui a les pleins pouvoirs, et est-ce que finalement ce ne sont pas les travers de la Ve République ? Alors, ce qui est sûr, c'est que plus on a, enfin, j'allais dire, entre la présidence de Jacques Chirac, puis celle de Nicolas Sarkozy, puis celle de François Hollande, pour arriver à celle du président Macron, on a une accélération, une augmentation exponentielle du recours aux ordonnances. Mais pour que les gens comprennent bien, je vais essayer d'expliquer ce que c'est, en fait. Normalement, dans la Ve République, enfin, dans la Constitution de la Ve République, en fait, c'est le Parlement qui légifère, c'est-à-dire c'est lui qui vote les lois. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ces deux organes votent les lois. C'est le principe, c'est le pouvoir législatif et c'est censé être le pouvoir, entre guillemets, le plus important. Le gouvernement, normalement, il est là pour exécuter. Mais ce à quoi on assiste, c'est que de plus en plus souvent, le gouvernement demande, par la voix de son Premier ministre, au Parlement, l'autorisation donc de pouvoir légiférer par ordonnance. C'est-à-dire que le Parlement vote ce qu'on appelle une loi d'habilitation. Le Parlement habilite le gouvernement à adopter des ordonnances pendant un délai de, par exemple, de 6 mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que le Parlement a donné l'autorisation à voter une loi d'habilitation permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance, et le gouvernement a pris, je ne sais plus combien, des dizaines et des dizaines, 30, 40, 50 ordonnances. Et normalement, pour que ces ordonnances, qui sont le fruit d'une rédaction donc faite par le gouvernement, l'exécutif, par des fonctionnaires, et non pas le fruit d'une délibération à l'Assemblée nationale, d'une délibération démocratique, donc ces ordonnances, pour être valables jusqu'à aujourd'hui, il fallait que le gouvernement présente ce que l'on appelle une loi de ratification. Et si cette loi de ratification n'était pas présentée ou n'était pas adoptée, les ordonnances prises pendant la période considérée devenaient caduques. Voilà, c'est ça le principe. Qu'a fait la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai dernier? La décision du Conseil constitutionnel a abouti à dire que même si le gouvernement ne présente pas au Parlement une loi de ratification, une loi pour ratifier les ordonnances qui ont été adoptées par le gouvernement, eh bien, dans le délai prévu par la loi d'habilitation, eh bien, ces ordonnances deviennent des lois. C'est ça le changement important qu'apporte la décision du 28 mai 2020. Et qu'est-ce que ça permet? C'est pas tant ça ne rogne pas tant les pouvoirs du Parlement, parce que le Parlement, il a donné son habilitation, et si l'ordonnance, même sans loi de ratification, est devenue une loi, le Parlement, au fond, pourrait très bien la défaire. Il pourrait voter une autre loi pour la défaire. Donc, c'est pas tant un grignotage des pouvoirs du Parlement que, d'une certaine manière, la mise de côté, la mise à l'écart des pouvoirs du Conseil d'État, qui, lui, est le juge qui contrôle en principe les ordonnances. Et ce que permet cette décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'en fait, ce texte peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité. C'est ça que ça permet. Mais
je dois dire que je pense que la volonté du Conseil constitutionnel, c'est surtout la mise à l'écart du Conseil d'État. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel a déjà, d'une certaine manière, intégré le faible pouvoir du Parlement aujourd'hui dans notre Ve République. C'est très clair qu'aujourd'hui, on a un exécutif qui est, qui a une tête énorme, d'une certaine manière. Il a une tête énorme. Pourquoi? Parce qu'on a un président avec un Premier ministre qui a validé le Premier ministre et un gouvernement, et que voilà, c'est eux qui mènent la politique de la France, et que le Parlement, compte tenu de sa composition, si on prend l'Assemblée nationale, on a encore une majorité globalement, la République en marche, tout pouvoir. Voilà, c'est tout. Et donc pour aller encore plus vite, en effet, le gouvernement actuel semble-t-il, a tendance à vouloir gouverner par ordonnance. Mais le problème, c'est qu'on gouverner par ordonnance, c'est des empilements de textes. Je peux t'assurer que moi, pendant toute cette période, j'ai lu un certain nombre d'ordonnances qui avaient trait à la justice, mais c'était presque à s'arracher les cheveux, en fait, parce qu'il y a un tel empilement de textes que cela finit par être quasi incompréhensible. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais il y a une espèce de boursouflure de textes administratifs réglementaires qui étouffe en fait le citoyen, Et par ailleurs, la qualité de rédaction des textes est vraiment est extrêmement médiocre. Il n'y a pas normalement une loi, ça doit être le fruit d'un processus, d'une délibération où tu as des parlementaires qui font un choix politique, qui auditionnent les associations, les syndicats, les ONG, enfin c'est des associations bien sûr, qui sont concernés par le sujet. Et il y a une délibération, ça prend un certain temps, et le fait que ça prenne du temps, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est comme pour la justice, on ne juge pas en 30 secondes. On ne peut pas te juger en 30 secondes. Si tu juges quelqu'un qui a commis un meurtre ou un viol dans le quart d'heure qui suit le viol ou le meurtre, tu vas avoir envie de le pendre. Même si évidemment on n'a pas le droit de pendre puisque la peine de mort n'existe pas en France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps de la justice aussi qui permet le débat contradictoire et l'échange entre l'accusation et la victime. Le tout sous le regard d'un tribunal qui va juger justement, qui va apprécier la balance des intérêts en présence. Et ça demande du temps. Et la loi c'est pareil. Donc légiférer par ordonnance, c'est la manière de faire de gens qui, au fond, n'aiment pas la politique, n'en ont rien à faire de la politique, n'en ont rien à faire des citoyens, et sont là par rapport à un projet qui leur est propre, mais qui ne concerne pas l'intérêt général, concerne un intérêt, j'allais dire, plus particulier. En tout cas, ce n'est pas une bonne méthode de gouvernement, je pense. Du coup, pour changer de sujet un petit peu, la crise sanitaire, elle a mis en exergue tout ce qu'on critiquait depuis des années, c'est-à-dire un abandon progressif de tous les services publics. Donc, on l'a vu dans le cas de l'hôpital, mais c'est exactement ce qu'a connu également la justice. On a vu beaucoup de tribunes d'intellectuels, de politiques demander justement un réinvestissement massif dans les services publics, comme Thomas Brantôme pour Marianne, qui a sorti un excellent papier sur l'importance des services publics en République. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui peut se renverser, qu'on peut voir un renversement de paradigme, mais peut-être vers une société meilleure? Si on a envie de rêver, on va répondre oui, mais si on est lucide, on voit bien que dès que la situation, d'abord déjà pendant la gestion de l'état d'urgence sanitaire, on a vu cette espèce de combat entre d'un côté la nécessité de protéger les citoyens et de l'autre la nécessité de faire fonctionner l'économie. Il a été demandé, par exemple, le rétablissement de l'ISF, qui est un impôt qui rapportait entre 3 à 4 milliards d'euros par an, qui aurait permis d'abonder, j'allais dire entre guillemets, le déficit dont a été frappé l'hôpital, dont on sait que l'hôpital public est frappé. Évidemment, c'est pas suffisant. Le positionnement politique de Darmanin, ça a été non, surtout pas. Donc, il ne change pas le logiciel. On voit même le président Macron envisager, malgré tout ce qui s'est passé, envisager de remettre sur la table la réforme des retraites. C'est donc
derrière les grands mots, on mettra l'argent qu'il faut sur la table et blablabli et blablabla, dès qu'on revient à un début de normalisation, ils reprennent exactement le même logiciel. Et donc, je ne vois pas dans ce contexte-là comment ils pourraient réellement prendre la mesure de la restauration des services publics, que ce soit le service public de la justice, qui est l'espèce de parent pauvre des services publics, alors que la justice devrait être au cœur de la paix sociale dans une société démocratique et dans un état de droit, mais que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, prenez la police. Les problématiques de violence policière systémique auxquelles on assiste, elles sont aussi le résultat d'une dégradation considérable à la fois des conditions de travail des forces de l'ordre, d'un encadrement totalement insuffisant, d'un recrutement qui laisse à désirer, le tout dans un contexte où on a laissé à l'abandon des territoires et où on envoie dans ces territoires des forces de l'ordre qui ont quasiment le même âge que les gamins qui sont en face d'eux et qui ne sont pas en mesure d'arrêter quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, ça se tient, il y a une logique à ça. Et donc on n'a pas réamorcé la logique de un service public, c'est ce qui assure le bien commun pour tous les citoyens, c'est ce qui génère de la paix sociale, c'est ce qui permet du mieux-être, et peu importe que ce soit ça n'a pas pour objet de faire des profits, ce n'est pas l'objectif. Je veux dire, on ne peut pas demander à l'hôpital d'être rentable, il faut cesser de demander à la police d'être rentable à coup d'affaires résolues qui ne sont pas des affaires résolues mais qui sont juste le mec qui a été interpellé au coin de la rue parce qu'il était en train de fumer une barrette de shit. C'est pas, on ne demande pas à l'école d'être rentable, ou plutôt la rentabilité de l'école, elle ne se mesure pas au coût financier que représente par exemple la rémunération des professeurs ou les matériels, mais elle se mesure à la richesse qu'on apporte parce qu'on éduque des jeunes enfants à devenir des citoyens, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. C'est une évidence, ils ne le sont pas, pour la plupart d'entre eux en tout cas. En tout cas, les moyens n'y sont pas. Et alors l'hôpital, on n'en parle même pas. Quand on entend que des plans, le Ségur de l'hôpital, j'ai pas regardé dans le détail, mais j'ai vraiment l'impression que ce gouvernement, là encore, se paye de mots. Et que ça n'aura pour objet que d'habiller en réalité des restrictions budgétaires. Mais c'est invraisemblable, très sincèrement. À force de ne pas entendre les citoyens dans ce qu'ils disent, là où ils sont, que ce soit les profs, que ce soit les policiers, que ce soit les infirmières, les médecins, hospitaliers, c'est quand un gouvernement n'écoute pas, ce qu'il y a au bout du compte, c'est l'émeute. C'est l'émeute. Malheureusement, je crains qu'on se dirige vers ça. Parce qu'on a en face de nous un gouvernement qui, quoi qu'il se passe, il ne se passe rien. Bon, merci. Ouais, c'est impressionnant. Tu disais tout à l'heure qu'à l'école, on apprenait à être citoyen. Moi, je me rappelle très bien de mes cours d'éducation civique à l'école. On m'a toujours rabâché, le vote c'est important, les élections c'est important. Sacha va voter, va voter, va voter. Moi, je suis allé voter à toutes les élections qui m'a été donné de faire, sauf à une, celle qui s'est passée le mois dernier, en mars, pardon, qui s'est passée au tout début du confinement, cette élection municipale qui a été très critiquée. Et là, le 28 juin, les Français sont à nouveau appelés aux urnes, alors qu'il y a un vrai souci de légitimité, de sincérité du scrutin, etc. Moi, la question que je me pose, après cette abstention massive, après cette insécurité sanitaire qu'on a dans les bureaux de vote, j'aimerais bien avoir ton regard à toi sur, en tant que juriste, en tant qu'avocate et en tant que citoyenne, sur ces élections municipales, sur la tenue de ces élections municipales et savoir ce que t'en penses en fait, de la manière dont ça a été fait. Oui, bon, alors je sais bien qu'il y a eu un débat sur le premier tour des élections, mais on va être pragmatique. Ce premier tour, bon, il a eu lieu dans les conditions qui sont celles que tu as décrites, où tu n'as pas été voté. Moi-même, je n'ai pas été voté, en plus j'étais malade. Donc, très bien. Il semblerait qu'il y ait eu un consensus pour que ces élections, le deuxième tour des élections, se déroule le plus rapidement possible. D'où le choix qui a été fait de ce vote le 28 juin. Maintenant, quand tu regardes la situation dans laquelle nous sommes,
les écoles ont repris, le travail a repris. Nous ne sommes plus limités dans notre circulation. Il n'y a donc pas l'épidémie est dite aujourd'hui contrôlée. Bien sûr, aujourd'hui, on est le 9 juin. Peut-être que le 25 juin, ce sera différent et rien n'interdirait, par exemple, de reporter à ce moment-là les élections. C'est pas interdit puisque normalement, le principe du vote le 28 juin, il doit être validé à nouveau par, en tout cas, il doit y avoir un avis du comité scientifique, si je ne me trompe pas. Donc moi je suis pas défavorable au fait que on revote le 28 juin. À titre personnel, j'aurais préféré, en réalité, qu'on vote au même moment, si je ne me trompe pas, que les élections régionales l'année prochaine. Mais bon, ok, très bien. Les élections vont se tenir. Je pense que, en tout cas, j'irai voter. Voilà, j'ai pas de doute là-dessus. J'irai voter. Est-ce que c'est plus ou moins démocratique que d'autres élections? C'est vraiment difficile à dire. De toute façon, on a une problématique d'abstention, peut-être moins pour les élections municipales que pour d'autres types de scrutins, parce que l'avantage de l'élection municipale, c'est que les citoyens, ils sont concernés, quoi. La ville, c'est là où on vit, c'est vraiment un niveau de proximité avec les élus et les représentants qui est extrêmement important. Donc voilà, Mais est-ce qu'il n'y a pas constitutionnellement même un problème dans le fait que ce soit... Enfin, c'est le code électoral, je crois, qui précise qu'il faut 2 semaines entre le premier tour d'élection et le deuxième tour. Non, mais il y a eu une interprétation qui a été donnée par, de mémoire, je crois que c'est le Conseil constitutionnel, qui dit que, ou le Conseil d'État, je ne me souviens plus, c'est une des 2 juridictions, qui dit que le délai entre le premier et le deuxième tour doit être entre guillemets très raisonnable, voilà, et que, en effet, le 28 juin reste un délai raisonnable. Après, ça aurait nécessité de tout recommencer. Est-ce qu'il fallait tout recommencer? J'en sais rien. Franchement, au fond, j'ai pas de réponse à cette question. D'accord, merci. Justement, on a un petit peu parlé un petit peu avant par rapport aux violences policières, mais moi j'avais une question. Donc là, on voit aux États-Unis, il y a eu l'assassinat de George Floyd qui fait beaucoup d'émulsions. On voit des énormes manifestations. En France aussi, il y a eu de nombreuses manifestations pour demander justice pour Adama, etc. Donc même à Paris, le 2 juin, il y avait 40 000 manifestants, ce qui est énorme. En plus de ça, on était également dans un contexte avant Covid avec des énormes manifestations contre la réforme des retraites, etc. Est-ce que tu penses que dans les prochains mois, on va réussir à faire une jonction entre toutes ces problématiques, entre le social, le sociétal, et est-ce que ça va pas finalement mener à une explosion? Tu parlais d'émeutes tout à l'heure, mais j'aimerais bien t'entendre un peu plus parler de ça. Alors, je pense qu'une des difficultés à laquelle on est confronté en tant que citoyen en France, et certainement c'est sans doute similaire dans d'autres pays, c'est que il y a il y a des luttes qui sont entre guillemets communautarisées. C'est-à-dire que d'un côté on va avoir ceux qui vont s'insurger et lutter contre les violences policières, de l'autre on va avoir les gilets jaunes qui vont s'insurger finalement contre leurs conditions de vie, c'est-à-dire la vie de gens tout à fait ordinaires qui travaillent et qui pourtant n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Est-ce qu'il va y avoir un début de jonction? Dans l'idéal, il le faudrait en fait, parce que il ne peut y avoir de prise en considération des revendications et des uns et des autres que si les revendications sont phénoménales, sont monumentales, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus les arrêter et les endiguer, c'est-à-dire que même envoyer la police pour les réprimer serait totalement insuffisant tant il y aurait de monde. Mais je suis bien incapable de dire si les conditions d'une telle jonction des différentes luttes est sur le point d'intervenir. Moi, je me sens aussi proche de ceux qui dénoncent les violences policières systémiques que des gilets jaunes, dont je peux entendre vraiment la difficulté à vivre. Il suffit juste de sortir un tout petit peu de chez soi et de traverser, d'aller dans certains quartiers de Paris ou de traverser même le périphérique et puis d'aller à la campagne et de voir vraiment comment les gens vivent extrêmement modestement. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a pratiquement 9,4 millions
de gens qui vivent avec moins de 980 € par mois, bah, je suis désolée, hein, c'est vraiment, c'est très très peu. Donc, mais ce que je crains, c'est... Alors après, si on regarde les violences policières, bon, ceux qui en sont victimes, ce ne sont pas les populations les plus favorisées. Là aussi, il y a une problématique sociale qui paraît assez évidente. C'est-à-dire qu'une interpellation qui va se faire dans le 16e arrondissement, elle ne va pas du tout être la même que celle qui va se faire éventuellement à Clichy-sous-Bois ou à Sarcelles ou je ne sais pas où. Et en même temps, dans un certain nombre de territoires, ce sont devenus des zones de non-droit parce que les choix des gouvernements successifs ont été des choix de désengagement sur place, c'est-à-dire on sucre les subventions aux associations qui font du lien social, qui créent du lien social, qui créent de la relation entre les gens du territoire. Comment dire, la poste n'y est plus, on supprime le commissariat, etc., etc. Donc effectivement, après ça devient des zones de non-droit et après on va avoir un président de la République qui va verser une larme quand il va voir le film Les Misérables. Mais c'est juste ça, c'est de la tartufferie. C'est vraiment de la tartufferie, parce que cette situation, elle ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat des choix politiques qui sont faits en France depuis 30 ans, et que d'une certaine manière, Édouard Louis raconte d'une façon, j'allais dire, littéraire dans son livre « Qui a tué mon père ?» Et d'ailleurs, c'est pas une question, c'est « Qui a tué mon père ?» Il dit « Qui a tué son père ?» C'est telle législation qui a induit telle... enfin, comment dire, la législation du travail qui a induit telle et telle chose et telle chose et telle chose. Et donc, c'est vraiment lié. Mais la problématique des violences policières systémiques, pour moi, elle est vraiment extrêmement grave. C'est-à-dire que moi, je fais pas partie des gens qui vont dire ACAB. Hein, c'est-à-dire, tous les flics sont des putains de salopards. C'est pas du tout mon propos. Mon propos, il est de dire que si on veut être dans un état de droit et dans une démocratie digne de son nom, les forces de l'ordre doivent être irréprochables. Comme d'ailleurs, les juges doivent être irréprochables, comme les fonctionnaires doivent être irréprochables, non corrompus, ne pantouflant pas quand ils sont dans la haute fonction publique. Donc, irréprochable, ça veut dire qu'on ne peut pas tolérer des comportements qui sont des comportements de voyous. Et le problème, c'est que, et ça s'est accéléré sous la présidence de Macron, c'est qu'on a un gouvernement avec un ministre de l'Intérieur qui lâche la bride sur le cou de ses forces de l'ordre. C'est comme si le ministre de l'Intérieur, il ne tenait pas ses troupes. Oui, alors, soit il ne les tient pas, soit il ne veut pas les tenir. Parce qu'il sait très bien ce que ça génère. Ça génère de la peur. Et le hashtag « J'ai peur de la police », il n'y a pas honte à dire « J'ai peur de la police ». Je veux dire, quand ma voisine de mon bureau, qui est avocate, qui est en scooter, se fait interpeller juste parce qu'elle conduit avec son scooter par un policier, un motard qui la regarde avec son gros casque, ses lunettes noires, etc., baraqué, désolé, mais c'est fait pour impressionner. Et ça, c'est rien, évidemment, puisqu'elle n'a pas été victime de violence. Mais en revanche, les images qui circulent, qui ne sont pas des trucages, sont vraiment, mais témoignent de violences gratuites qui ne sont pas acceptables. Et donc, si on veut que notre police, parce que les faits dénoncés, je lisais le dernier rapport du Défenseur des droits, qui montre que les plaintes contre les policiers ont augmenté quasiment de 40% en l'espace de 4-5 ans. Et avec principalement 55% de plaintes contre les policiers, donc la police, et 16% contre les gendarmes. Je rappelle que les gendarmes sont des militaires. Donc ils sont plus, ils sont plus cadrés. Leur débordement, c'est plus, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais leurs débordements sont, enfin, le fait d'être un militaire, ça induit aussi un certain comportement. Donc, des plaintes de plus en plus nombreuses, c'est pas une vue de l'esprit. C'est bien qu'il y a un problème pour les policiers et peut-être les gendarmes, un problème de recrutement, un problème de formation dans la formation initiale des policiers. J'ai vu des vidéos, je les ai pas rediffusées, mais je me suis demandé si c'était des vraies séances de formation de policiers, parce que réellement c'était immonde la façon dont on enseignait à un policier comment interpeller, comment nécessairement le citoyen qui est en face de lui, il est complètement débile, etc. Donc formation initiale, formation continue, contrôle, prévention et sanction. Sanction, l'IGPN.
tout est enterré. Le défenseur des droits le dit dans son dernier rapport. Il a demandé à ce qu'il y ait des sanctions disciplinaires contre, je crois, 36 policiers, ce qui est très très peu. Donc il faut vraiment que les faits soient avérés, graves, etc. Aucun retour. Donc il y a bien un choix politique de laisser perdurer ces violences policières. Et ça, c'est pas acceptable. Et aux États-Unis, c'est considérable, parce que bon, l'histoire des États-Unis, c'est encore beaucoup plus, enfin, c'est plus complexe. Il y a vraiment l'histoire de l'esclavage, il y a eu la ségrégation, etc. Et ça recoupe, au-delà vraiment des manifestations monstres contre la manière dont George Floyd a été assassiné, parce qu'on peut dire qu'il a été assassiné. Il y a une problématique vraiment sociale, de pauvreté, d'éducation, etc. Ça dépasse la simple violence policière aux États-Unis. C'est vraiment, il y a un problème de fonctionnement de la société. Enfin, je veux dire, pour dire les choses telles que je les pense, les États-Unis, c'est un pays, il y a une géographie, enfin, le pays en lui-même est absolument magnifique, mais ils ont une civilisation de merde. C'est une civilisation de merde, parce que au nom de la liberté, chacun peut devenir millionnaire. Il y en a un sur 100 000 qui va devenir millionnaire, les autres sont totalement écrasés. Vous avez 40 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez 3 millions de personnes sur 300 millions qui sont en prison. 1% de la population américaine est en prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Et là, avec le Covid, vous avez eu quasiment du jour au lendemain 40 millions de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain au chômage. Et au chômage, là-bas, il n'y a pas les indemnisations qu'aujourd'hui on a encore en France, mais que notre gouvernement veut modifier. Alors même s'il a repoussé l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage qui va toucher plus d'1 million de personnes, elle va rentrer en vigueur cette réforme et elle va laisser sur le carreau, elle va amoindrir les revenus de plus d'1 million de personnes qui ne sont pas les personnes qui qui perçoivent le plus des indemnités assédiques. Donc là, vraiment en France, ne pas décider réellement de prendre à bras le corps le problème des violences policières qui embrasent les quartiers. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une escalade. La violence, elle amène toujours la violence. Si vous maltraitez des jeunes, ils ne peuvent que vous haïr. Et alors après, le problème, c'est que ça a un effet retour sur les autres citoyens. C'est-à-dire que la violence, elle se diffuse partout. Et c'est pas les annonces de Castaner qui sont juste de la floute, avec en plus l'information selon laquelle on allait utiliser un pistolet électrique. Mais c'est une aberration. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Ces mecs veulent toujours faire peur. On sait qu'aux États-Unis, l'usage d'une telle arme a causé des centaines de morts lors d'interpellations. Tout simplement parce que la décharge électrique peut vous faire disjoncter, entre guillemets, le cœur. Donc, ce n'est pas sérieux. Or, je ne vais pas faire l'injure au président de la République, ni au Premier ministre, d'être des idiots. Donc, j'en déduis qu'ils savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Voilà. Donc, je pense que c'est en conscience et qu'il faut être lucide par rapport à ça. Et ce qui n'empêche qu'il faut... en tout cas, il faut le dénoncer inlassablement. On ne peut pas ne pas le dénoncer et agir là où on peut agir. Justement, sur la question de la police, en ce moment, on a des gros débats sur comment refonder une police républicaine. Est-ce qu'il faut faire comme dans la police de Minneapolis, totalement la dissoudre et tout recommencer de zéro? Quelle est la solution? Quelle pourrait être la solution pour reconstruire une police vraiment républicaine? Voilà, écoute. Bon, d'abord, moi, je crois pas, j'ai jamais cru nulle part à la table rase. On ne peut jamais faire table rase ou dissoudre la police, etc. Non, je pense que il y a des moyens d'abord, la première chose, c'est déjà au plus haut sommet de l'État, ou à tout le moins un ministre de l'Intérieur qui dise vraiment très clairement ce qu'il attend de sa police, qui doit être irréprochable, et qu'aucun débordement ne sera toléré. Il ne peut pas dire plus toléré, parce que ça voudrait dire qu'avant, ils étaient tolérés, et que ceci soit mis en musique.
C'est-à-dire que lorsque vous avez la plainte de la famille d'Adama Traoré qui est déposée, on ne met pas 4 ans à ce que les 2 éventuels témoins dont l'avocat de la famille a demandé l'audition depuis maintenant 4 ans pour les entendre. Et que le président Macron ne dise pas à sa garde des Sceaux, comme si elle était un petit chien-chien, de recevoir la famille Adama Traoré. Parce que, outre le fait que ce n'est pas ce que demande la famille d'Adama Traoré, la famille Adama Traoré, elle demande la justice. La justice, c'est quoi? C'est avoir un juge impartial qui cherche les preuves à charge et à décharge et qui entende, voilà, les témoins, les gens qui étaient là, etc. Et non pas une garde des Sceaux qui reçoit une famille pour lui faire du je te tapote sur le bras, vous êtes gentil, etc. Ce faisant, elle intervient dans une affaire individuelle, ce qui est contraire absolument à toute éthique et à toute fonction de garde des Sceaux. Donc, il y a, on assure, on revoit la formation, enfin, on revoit les modalités de recrutement. On regarde l'enseignement dans les écoles de police, de ce qu'on dit, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. On fait de la prévention, on fait du soutien aussi aux forces de l'ordre. On leur demande pas non plus de travailler comme des forcenés. On recrute plus de forces de l'ordre. Et puis, si ça dérape, il y a des sanctions. Il y a le conseil de discipline. Enfin, il y a des sanctions pénales, comme les policiers qui ont tabassé à Marseille un jeune Afghan et l'ont laissé, qui est pas quasiment pour mort, et qui ont été condamnés à des peines de prison ferme. Ça, voilà, ça on attend. C'est ça qu'on attend. Et c'est à partir du moment où la justice fait aussi son travail. Parce qu'aujourd'hui, la justice, c'est pas avec les délinquants qu'elle est laxiste. C'est avec les forces de l'ordre qui lui sont éventuellement présentées qu'elle est laxiste. Il y a une complaisance d'un certain nombre de juges qui pensent que ouais, mais la police, quand même, elle travaille dans des conditions difficiles, donc voilà, blablabli, blablabla. Non, ça, c'est pas recevable. C'est absolument pas recevable. Parce qu'avec de tels discours, demain, on revient à la loi du talion. C'est-à-dire, avec de tels discours, demain, il y a plus, voilà, c'est les flics qui font la justice, quoi. Ils t'attrapent un mec comme le petit voleur, là, de scooter. Moi, j'aime pas les petits voleurs de scooter. J'aimerais pas qu'on me vole mon scooter, mon vélo, etc. Évidemment. Mais enfin, c'est pas un policier, il a 14 ans, tu vas pas le tabasser comme si il allait t'échapper alors que le mec, il s'est rendu. T'as pas à lui donner une correction pour ce qu'il a fait. C'est pas, toi, policier, tu n'es pas juge de ce qu'il a fait. Tu dois le remettre entre les mains de l'institution judiciaire et il sera condamné à une peine de prison pour le vol du scooter. Ça sera de la prison avec sursis pour une première peine, parce qu'on ira d'abord, comme c'est un mineur, il ira devant le juge des enfants ou le tribunal des enfants. Il aura, ok, très bien, mais c'est pas aux policiers à faire la justice. Ça va pas du tout. Donc, c'est un encadrement qui soit rigoureux, strict, accompagné d'un discours qui va avec, et non pas faire semblant. Parce que ce que fait Castaner, là, c'est vraiment faire semblant. Le discours de Macron, pour le moment, c'est que de la flûte. De toute façon, la plupart des discours du président Macron, c'est que de la flûte. C'est pas bon, ça, pour mon choix comme défenseur des droits. Oui, tu joues pas en faveur de ta candidature. Voilà. Justement, sur cette question de la... Moi, Jacques Toubon, on peut rendre hommage quand même à Jacques Toubon de ce point de vue-là. Il n'a pas hésité à critiquer un certain nombre d'institutions dans leur défaillance, et il le fait encore. Donc, et c'est le rôle, justement, du défenseur des droits. Oui, effectivement. Mais justement, tu parles de cette séparation qui est très importante entre la police et la justice. Et il y a un organe qui est très défaillant en ce moment, c'est l'IGPN, c'est la police des polices, et effectivement l'IGPN est gérée par des juges, donc ce sont les juges qui doivent juger, enfin des policiers pardon, qui doivent juger d'autres policiers. Il y a un conflit d'intérêt. Ouais, bien sûr. Est-ce que hier, quand Castaner annonce une réforme en profondeur de l'IGPN, on doit s'attendre à un vrai changement en profondeur, à la mise en place d'une juridiction indépendante, ou est-ce que pour toi c'est un effet d'annonce et ils vont changer le logo, enlever deux trois postes et nous laisser comme ça? Je ne peux pas répondre à ta question dans la mesure où j'ignore absolument le contenu de la réforme. Il faudra voir sur pièce. On jugera sur pièce, on regardera. Mais enfin, jusqu'à présent, les réformes annoncées à grand renfort de mots, de discours, etc., ont toujours accouché de souris. C'est-à-dire qu'en réalité, on a juste ripolliné telle ou telle institution et on l'a laissé continuer à fonctionner comme elle fonctionnait avant. Donc, je suis extrêmement dubitative. J'attends de voir sur pièce qu'est-ce qui serait mis en place. Je pense que
je ne suis pas certaine que les juridictions qui sont des juridictions de pairs soient de bonnes juridictions. Et là, je vais faire une petite digression pour parler du métier d'avocat. Les avocats sont donc une profession réglementée, sujettés à une déontologie et qui peuvent commettre des fautes professionnelles qui peuvent les amener à être jugés par un conseil de discipline. C'est un conseil de discipline d'avocats, donc on est jugé par nos pairs. Eh bien, depuis maintenant 30 ans que je fais ce métier, je pense en réalité que ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il vaut mieux être jugé par des juges professionnels plutôt qu'être jugé par nos pairs. Parce que j'ai constaté, par exemple, que la manière dont... on n'est pas juge, en fait. On peut pas... Voilà. Les avocats ne peuvent pas être juges. Ils sont avocats. Ce n'est pas une bonne chose. Les policiers, et je reviens à la police, les policiers, ils ne sont pas juges. Ils sont policiers. C'est pas leur métier que d'être juge, tout simplement. Et donc, je pense qu'il vaut mieux professionnaliser, en fait, ces juridictions... les juridictions disciplinaires, ce qu'est d'une certaine manière l'IGPN. Ce n'est pas une juridiction disciplinaire au sens propre du terme, mais c'est en tout cas une structure qui a pour objet de juger les policiers, mais qui est trop jugée partie. Et donc le conflit d'intérêts, il est manifeste. Il y a trop d'indulgence. Or, si on veut que la police soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. Et pour qu'elle soit respectable, il faut faire le ménage. Et donc, mettre de côté, mettre à l'écart plutôt tous ceux d'ailleurs, parce que c'est souvent des hommes, mais qui déshonorent l'uniforme qu'ils portent par les propos qu'ils tiennent ou par les actes qu'ils commettent, qui sont invraisemblables, comme ce CRS que tout le monde a vu sur une vidéo, en train de faire un croche-patte dégueulasse à une jeune femme qui venait d'être interpellée, qui était menottée, et qui... Voilà, c'est cette violence gratuite dont il pensait qu'elle n'était pas visible, qui décrédibilise l'institution policière. Et si le président ne mesure pas à quel point il y a une atteinte à cette institution, il a des soucis à se faire. Et justement, là, les violences policières ont pu être témoignées grâce à de nombreuses vidéos qui ont notamment le travail de David Dufresne, etc. Et là, il y a le député des Républicains d'Éric Ciotti qui vient de présenter à l'Assemblée nationale une nouvelle proposition de loi visant à interdire la diffusion, mais aussi filmer les violences policières. Est-ce que finalement, soi-disant dans l'intérêt de protéger l'image des policiers, est-ce que finalement ce ne serait pas une porte ouverte à l'impunité policière? C'est très clair. Enfin, on voit bien comment Éric Ciotti est vraiment le prototype de l'apparatchik de droite, bien à droite, parle à son électorat pour pouvoir être réélu. Ça, c'est très très clair. Et évidemment, c'est une manière de donner un blanc-seing aux forces de police. Je ne crois pas, pour les vidéos que j'ai pu voir en tout cas, avoir vu qu'on puisse comme ça forcément toujours reconnaître les policiers. L'objectif n'est pas de les reconnaître en tant que tels. L'objectif quand on filme ce qui se passe, d'abord c'est déjà de se protéger soi-même parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas déraper. Et c'est donc se ménager la preuve de ce qui se passe. Donc une telle proposition de loi me paraît être vouloir donner un blanc-seing aux forces de l'ordre, mais par ailleurs elle me paraît être totalement attentatoire à la liberté de filmer. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais on ne peut pas, dans une société démocratique, on ne peut pas adopter une telle loi. Je pense qu'une telle loi serait totalement inconstitutionnelle. De la même manière que lors du 14 juillet, on voit défiler l'armée sur les Champs-Élysées. C'est dans le symbole, non pas une glorification de l'armée, c'est l'armée qui sert la République. C'est ça, le défilé du 14 juillet. Pas de contresens. Eh bien, les policiers ne sont pas là pour être au-dessus des citoyens. Ils sont là pour servir les citoyens dans le maintien de l'ordre. Les policiers, les gendarmes sont au service des citoyens. Ils sont donc au service de la République. Et donc,
En ce sens-là, les citoyens doivent pouvoir, entre guillemets, s'en défendre, ou en tout cas montrer ce qui se passe lorsqu'il y a le franchissement d'une ligne rouge. C'est extrêmement important. Sinon, nous ne sommes plus en France, nous sommes en Russie. Ou en Corée du Nord. Pardon d'être aussi cru, et je sais qu'on a beaucoup de mal à entendre un tel discours, parce que la France étant symboliquement le pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, il y a un hiatus, mais sauf que si vous regardez l'empilement des textes qui s'est fait depuis 20 ans, comme le dit mon confrère François Sureau, dont on ne peut pas dire que ce soit un homme de gauche, soyons très clairs, nous avons abdiqué la liberté. Et nous ne cessons d'abdiquer la liberté. Et des gens comme Ciotti sont des fossoyeurs des libertés. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir répondu à la question. Merci, Manon. Caroline, j'ai pas le numéro d'Emmanuel Macron, mais si je le croise dans la rue, je plaiderai en faveur de ta candidature au poste de défenseur des droits. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Reconstruire. Je rappelle à tous et toutes que nous sommes un petit média indépendant, que nous avons besoin de l'aide de nos lecteurs pour continuer à survivre, pour continuer à porter une parole alternative, pour que ceux qui commandent ne soient plus ceux qui commentent. Donc vous avez en description de cette vidéo la cagnotte Reconstruire à laquelle vous pouvez participer, mais évidemment rien qu'écrire des articles, partager ceux qui sortent et relayer au maximum ce que l'on fait nous aide déjà beaucoup. Merci à vous, merci Manon encore une fois, merci Caroline, et on se retrouve, je l'espère, très vite pour construire un monde meilleur et construire les jours heureux. Merci beaucoup en tout cas, merci.